Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer rapidement tout ce que vous devez savoir au collège concernant l'atome. Faisons tout d'abord quelques rappels. Le mot atome vient du grec atomos, signifiant que l'atome est une particule qui ne peut pas être coupée ni divisée. On verra par la suite que cette définition est fausse car l'atome peut être divisé, il est en effet composé de particules plus petites. L'atome est un élément qui prend la forme d'une sphère, il est invisible à l'œil nu car ses dimensions sont de l'ordre du nanomètre, soit 10 puissance moins 10 mètres. En se combinant, les atomes forment des structures avec des dimensions beaucoup plus grandes, telles que les êtres humains, les végétaux, les animaux, les objets du quotidien comme votre smartphone, la nourriture, le soleil, les nuages, la terre, les étoiles et les planètes. Bref, tout ce qui nous entoure est composé d'atomes. Par exemple, dans cette pépite, vous avez environ 10 000 milliards d'atomes d'or. Il existe aussi d'autres atomes comme le carbone de symbole chimique C, représenté par une sphère noire, l'oxygène de symbole chimique O, représenté par une sphère rouge, l'hydrogène de symbole chimique H, représenté par une sphère blanche, et l'azote de symbole chimique N, nitrogène en anglais, représenté par une sphère bleue. En tout, il existe une centaine d'atomes. Ainsi, en 1869, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev décida de regrouper tous les atomes dans un tableau nommé classification périodique des éléments. Les atomes sont notés avec leur symbole chimique et sont organisés en fonction de leur famille, comme les métaux ou les gaz rares, et en fonction de leur masse. En effet, l'atome le plus léger est l'hydrogène, situé en haut à gauche du tableau, et les atomes les plus lourds sont situés en bas à droite. Parlons maintenant de la structure de l'atome. Elle a évolué sur plusieurs siècles grâce aux découvertes et théories de nombreux scientifiques. Il faut savoir que la première théorie pendant l'Antiquité grecque sur la composition de la matière ne parlait pas du tout d'atomes. En effet, Empédocle puis Aristote pensaient que la matière était composée de 4 éléments: l'eau, le feu, l'air et la terre entourés d'un espace appelé éther. À la même époque, Leucippe et son élève Démocrite sont les premiers à parler de petites particules appelées atomes pour décrire la composition de la matière. Selon leur théorie, les atomes ont des formes différentes, sont indivisibles et éternels. Malheureusement, cette théorie ne fit pas l'unanimité. C'est la théorie d'Aristote qui dominera la pensée scientifique pendant plus de 2000 ans. C'est seulement en 1810 que John Dalton reprit la théorie de l'atome. Selon lui, l'atome a la forme d'une sphère, contrairement à ce que pensaient Leucippe et Démocrite. En 1897, grâce à ses expériences, Joseph Thomson confirme la théorie de John Dalton en précisant que l'atome est composé de petites particules chargées négativement. L'atome étant neutre, c'est-à-dire qu'il a autant de charges positives que négatives, il considère que l'espace entre les électrons est chargé positivement pour avoir une charge électrique égale à 0. En 1911, Ernest Rutherford bombarde une feuille d'or de particules chargées positivement. Il s'aperçoit qu'elles sont soit repoussées, soit déviées. Comme les charges positives se repoussent entre elles, il interprète cela comme la présence d'un noyau chargé positivement, responsable de la trajectoire de ces particules autour duquel tournent des électrons. L'espace occupé entre les particules est vide. On peut remarquer ici que l'atome représenté est celui du sodium. Il contient 11 charges positives dans son noyau, donc il contient 11 électrons négatifs pour qu'il soit neutre. En 1913, Niels Bohr précise que les électrons chargés négativement orbitent autour du noyau chargé positivement selon des trajectoires bien précises, comme le font les planètes autour du Soleil. Enfin, en 1925, grâce au développement de la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, Erwin Schrödinger découvre que l'électron n'est pas localisé précisément dans l'atome. Il a de grandes chances d'être présent dans un certain espace appelé nuage électronique ou orbital atomique, mais il est impossible de connaître à la fois sa position et sa vitesse de déplacement. Le modèle de Schrödinger est beaucoup trop compliqué pour simplifier l'atome et le schématiser. Ainsi, nous utiliserons le modèle de Rutherford ou celui de Bohr pour schématiser l'atome dans la suite de la vidéo. Intéressons-nous maintenant à la composition de l'atome. On va prendre ici comme exemple l'atome d'hélium. D'après la structure de l'atome vue précédemment,
Nous savons que l'atome est composé d'un noyau chargé positivement autour duquel tournent un ou plusieurs électrons chargés négativement. L'espace entre ces particules est composé de vide. Différentes expériences ont révélé que le noyau de l'atome était composé d'autres particules plus petites. Les deux sphères rouges positives que l'on observe représentent les protons de symbole Z appelé le numéro atomique. Les deux sphères bleues représentent les neutrons de symbole N. Comme son nom l'indique, le neutron est neutre et ne possède pas de charge électrique. Elle est égale à 0. Enfin, toutes les particules présentes dans le noyau, les protons et les neutrons, sont appelés les nucléons de symbole A, appelé le nombre de masse. Faisons un bilan. Pour le noyau de l'atome d'hélium, on observe deux sphères rouges positives, donc 2 protons, et deux sphères bleues neutres, donc 2 neutrons. Ce qui fait un total de 4 nucléons dans le noyau. Dans l'atome d'hélium, il y a 2 protons et 2 neutrons, ce qui fait 4 nucléons dans le noyau. On sait qu'un atome est neutre, il possède donc 2 électrons chargés négativement orbitant autour du noyau pour annuler les 2 charges positives amenées par les protons. Je vais vous expliquer maintenant la méthode pour connaître la composition totale de n'importe quel atome. Il suffit d'aller chercher les informations dans le tableau périodique des éléments. Pour chaque atome, on vous indique son symbole chimique, mais également 2 nombres. Celui qui est placé en bas à gauche du symbole chimique de l'atome représente le numéro atomique de symbole Z. Il correspond donc au nombre de protons présents dans le noyau de l'atome. Celui qui est placé en haut à gauche du symbole chimique de l'atome représente le nombre de masse de symbole A. Il correspond donc au nombre de nucléons présents dans le noyau. Si on vous demande la composition de l'atome de carbone, la première étape est de chercher l'emplacement de l'atome de carbone. Puis vous devez identifier le numéro atomique correspondant à l'atome de carbone. Ici, il est égal à 6. Le carbone possède donc 6 protons dans son noyau. Ensuite, vous devez identifier le nombre de masses. Ici, il est égal à 12. Le carbone possède donc 12 nucléons dans son noyau. Or, précédemment, nous avons vu que les nucléons regroupaient les protons plus les neutrons. Ainsi, pour connaître le nombre de neutrons présents dans le noyau, on soustrait le nombre de protons au nombre de nucléons. Il y a 6 neutrons dans le noyau de l'atome de carbone. Si on vous demande ensuite de schématiser l'atome de carbone, vous devez utiliser le modèle de Rutherford pour des raisons de simplicité. Avant de commencer, donnez un titre à votre schéma, puis schématisez le noyau de l'atome en précisant le nombre de charges positives, autrement dit le nombre de protons. Dans la légende, précisez également la composition du noyau, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Grâce au nombre de protons chargés positivement, vous pouvez facilement schématiser les électrons. Il y a 6 charges positives dans le noyau. Pour respecter la neutralité de l'atome de carbone, vous devez placer 6 électrons chargés négativement autour du noyau. N'oubliez pas d'indiquer qu'entre les particules, il y a du vide. L'atome est en effet composé à 99% de vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre la structure et la composition de l'atome. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.